Mon père a jeté la peinture bon marché de ma fille dans un chariot à ordures avant même que les applaudissements pour la célébration de son anniversaire ne se soient tus. Je m'appelle Kimberly et j'avais 34 ans lorsque je l'ai vue rejeter le seul cadeau qu'elle avait passé des semaines à lui confectionner. Je n'ai pas discuté. J'ai ravalé mes mots, j'ai mis le manteau de ma fille sur ses épaules, j'ai récupéré la peinture quand personne ne regardait, et je suis parti. 7 ans plus tard, cette œuvre se trouvait sous les lumières d'un musée tandis qu'un commissaire-priseur confirmait une offre de 2 millions de dollars. Mon père a appelé avant que les acclamations dans la salle ne se soient calmées. Il a dit que la peinture lui avait toujours appartenu, ce qui signifiait que l'argent lui appartenait aussi. Puis l'acheteuse gagnante est entrée dans l'exposition, apportant une preuve que personne ne savait exister. La conversation s'est arrêtée, les caméras se sont tournées. Mon père l'a regardée, et son assurance a disparu de son visage. Avant de vous révéler ce qu'elle a dévoilé, dites-moi d'où vous regardez et quel temps il fait chez vous aujourd'hui. Je veux savoir jusqu'où ce moment voyage, car ce qui s'est passé ensuite a tout changé. 7 ans plus tôt, j'essayais encore de croire que mon père nous voulait à cette célébration. C'était en octobre 2019 et je vivais avec ma fille de 6 ans, Nora, dans un petit duplex à l'extérieur de Madison, dans le Wisconsin. Je gérais des jeunes arbres et des stocks de restauration pour la pépinière de la ville, un travail qui laissait de la terre sous mes ongles et peu de place pour des vêtements chers. Mais cela nous offrait, à Nora et à moi, une vie stable. Mon père, Douglas, avait fait de Heritage Millworks un fournisseur national d'intérieur en bois sur mesure pour des hôtels de charme. Son entreprise fêtait ses 40 ans avec un événement formel à l'intérieur d'une salle des turbines restaurées sur les rives de Milwaukee. Ma sœur aînée, Madison, dirigeait les communications de l'entreprise et avait organisé chaque détail, y compris le plan de table qui nous a placés, Nora et moi, derrière une colonne de soutien près des portes du service de traiteur. Elle appelait cela une table familiale. C'était en fait laquelle plaçaient les cousins éloignés, les fournisseurs à la retraite et toute personne peu susceptible d'impressionner les investisseurs. Nora ne l'a pas remarqué. Elle était concentrée sur le paquet rectangulaire en équilibre sur ses genoux. Pendant 3 semaines, elle avait peint sur un panneau de chêne blanc récupéré d'un des ateliers d'origine de Douglas. Tante Rebecca, la sœur cadette de mon père, avait trouvé le morceau de bois dans son garage et en avait poncé les éclats pour le rendre lisse. Nora a peint un bâtiment sombre avec une seule fenêtre de couleur crème brillant au-dessus d'une porte en cuivre. Elle avait pratiqué une seule phrase sur sa tablette de communication jusqu'à ce qu'elle puisse appuyer sur les mots sans regarder. J'ai fait le premier atelier parce que grand-père a dit que sa lumière était toujours allumée pour la famille. La parole s'embrouillait souvent lorsqu'elle se sentait observée, alors la tablette lui donnait un moyen de finir ce que sa bouche ne pouvait pas. Rebecca lui a serré l'épaule avant que le programme ne commence et lui a dit que le cadeau était attentionné, personnel et courageux. Sur scène, Madison a loué les normes de Douglas, son goût et son refus d'accepter un travail simplement adéquat. Une photographe nommée Evelyn Grant se déplaçait entre les tables, documentant les cadeaux de cérémonie des fournisseurs et des responsables de la ville. Lorsque Madison a invité les membres de la famille à s'avancer, Nora m'a regardé. J'ai hoché la tête et elle a porté le paquet vers la scène. Douglas a souri à l'instant où il a remarqué les caméras. Il s'est penché, a accepté le cadeau et l'a tenu haut avant de le déballer. Pendant une seconde, j'ai pensé que le moment pourrait devenir le souvenir que Nora avait imaginé. Puis il a vu le vieux bois sous la peinture. Son sourire s'est crispé. Il a retourné le panneau, a frotté son pouce sur un nœud dans le grain et a demandé assez fort pour que les tables les plus proches l'entendent, « C'est ce que tu as apporté à un anniversaire d'entreprise. » Nora a appuyé sur la tablette. La phrase enregistrée a commencé, mais Douglas a parlé par-dessus. « De l'art de classe bon marché, a-t-il dit. Kimberly, tu aurais dû savoir qu'il ne fallait pas apporter ça dans une pièce avec des œuvres commandées. » Je me suis levé, mais Nora m'a attrapé la manche. Douglas a montré du doigt une collection de sculptures polies exposées près de la scène. Il a dit que son panneau n'avait sa place nulle part près des pièces sélectionnées pour le nouveau siège de l'entreprise. Puis il est passé par les portes de service. L'appareil photo d'Evelyn l'a suivi. Je l'ai suivi d'assez loin pour le voir déposer la peinture de Nora dans un bac de traiteur noir rempli de programmes et de rubans jetés. Quand il est revenu, il a accepté une autre salve d'applaudissements pour son discours sur l'artisanat. Personne ne l'a suivi. Un promoteur hôtelier étudiait son verre. 2 cadres qui avaient fait l'éloge de Nora quelques minutes plus tôt se sont tournés vers la scène.
Leur silence m'a dit que préserver l'accès à Douglas importait plus que de protéger un enfant de l'humiliation, et cette prise de conscience a fait presque aussi mal que ces mots. Madison fixait ses notes. Rebecca semblait prête à traverser la pièce, mais j'ai secoué la tête. Je sentais déjà Nora trembler à côté de moi. Je lui ai mis son manteau, lui ai pris la main et l'ai conduite dehors sans donner à Douglas la confrontation qu'il semblait prêt à gagner. Dans la voiture, j'ai réalisé que je ne pouvais pas laisser la peinture derrière moi. J'ai dit à Rebecca de rester avec Nora, je suis retourné par le couloir de service et j'ai sorti le panneau du bac. Un coin avait heurté le bord métallique et s'était légèrement fendu. Evelyn m'a photographié en le tenant, mais elle a baissé son appareil photo lorsque nos regards se sont croisés. J'ai enveloppé le panneau dans mon manteau et je suis parti. Dans le parking, Nora tapait lentement. Sa tablette a parlé dans le silence. Est-ce que grand-père l'a jeté parce que je l'ai mal fait? Avant que je puisse répondre, le nom de Madison est apparu sur mon téléphone. L'appel de Madison est arrivé avant que Nora et moi n'atteignions l'autoroute. Elle n'a pas demandé si Nora allait bien. Elle a dit que j'avais embarrassé Douglas en partant avant le toast de l'anniversaire et m'a accusé de transformer un malentendu anodin en un spectacle familial. Selon elle, il avait protégé le ton professionnel d'un événement important. J'ai demandé si jeter le cadeau d'une fillette de 6 ans dans un bac de traiteur faisait partie de ce ton. Madison a fait une pause, puis a dit « Je devrais m'excuser avant que les donateurs ne remarquent notre absence ». Je lui ai dit qu'il n'y aurait pas d'excuse et j'ai mis fin à l'appel. Douglas n'a jamais appelé. Ce silence a duré jusqu'au lendemain matin, la semaine suivante et le premier Noël après le gala. J'ai nettoyé le panneau avec soin, j'ai remis en place le coin fendu et je l'ai accroché au-dessus du bureau de Nora. Elle m'a demandé de l'enlever 2 jours plus tard. Pendant des mois, elle a refusé la peinture, les crayons de cire, même les crayons de couleur qu'elle transportait partout autrefois. Lorsque les enseignants proposaient des projets artistiques, elle choisissait du papier ordinaire et finissait le plus vite possible. Rebecca est devenue le membre de la famille qui venait sans avoir besoin d'invitation, a-t-elle expliqué 2 fois. Elle a assisté aux séances d'orthophonie, aux assemblées scolaires, aux anniversaires et au petit déjeuner tranquille du samedi où Nora préférait taper plutôt que de parler. Douglas n'a envoyé aucune carte pour son 7e anniversaire. Madison a posté des photos de lui remettant des bourses d'entreprise à des adolescents souriants sous des légendes sur l'investissement dans la prochaine génération. Je les ai vus, j'ai fermé la page et je n'ai pas répondu publiquement. J'ai continué à envoyer des invitations à Douglas pendant un certain temps. Je me disais qu'une seule apparition honnête pourrait réparer quelque chose. Il a manqué le concert d'hiver de Nora, sa lecture en classe et un pique-nique familial où elle lui avait gardé la place à côté d'elle. Lors d'une journée portes ouvertes en 3e année primaire, elle a placé une chaise vide à côté de la mienne et n'arrêtait pas de regarder vers la porte. Quand la présentation s'est terminée, elle a plié la chaise elle-même. Cette nuit-là, j'ai retiré son adresse de la prochaine invitation. La peinture est revenue dans la vie de Nora à cause d'un devoir scolaire ordinaire. Son enseignante a demandé à la classe de dessiner un endroit où il se sentait en sécurité. Nora a peint une pièce étroite avec 2 portes, une fermée et une ouverte, avec une lumière chaude se répandant sur le sol. Elle ne me l'a pas montré jusqu'à ce que Rebecca la trouve sous une pile de devoirs. Après cela sont venus des escaliers, des fenêtres, des couloirs, des porches, des chaises vides et des pièces vues sous des angles inhabituels. Sa parole s'est améliorée, bien que les pièces bondées fassent encore disparaître les mots, et elle a continué à utiliser sa tablette chaque fois que la pression devenait trop forte. Douglas a entendu parler de ses récompenses scolaires par des parents. Il n'y a jamais assisté. Nora a cessé de demander pourquoi. Les années n'ont pas guéri le gala par elles-mêmes. Elles ont simplement donné à Nora assez de distance pour construire une vie autour de la blessure. Elle a appris à commander son déjeuner sans sa tablette les jours calmes, à présenter de courts projets aux côtés de Rebecca et à quitter les pièces lorsque les adultes parlaient plus fort qu'elle. Chaque petit choix restaurait quelque chose que Douglas avait essayé d'effacer. Au collège, son professeur d'art nous a présenté à Nathalie Brox, directrice d'un studio périscolaire accessible installé dans une annexe d'une ancienne bibliothèque publique. Nathalie ne traitait pas Nora comme fragile ou inspirante. Elle posait des questions directes sur la perspective, le matériau et l'intention. Elle lui a appris comment le bois absorbait les pigments différemment de la toile, comment le vernis pouvait approfondir les ombres et comment la présentation devait protéger les choix de l'artiste plutôt que de les déguiser. Plus important encore, elle n'a jamais corrigé les portes et les fenêtres récurrentes de Nora pour en faire quelque chose de plus joyeux.
Elle a compris qu'elles étaient un langage. Nora a passé 3 après-midi par semaine au studio pendant près de 2 ans. À 12 ans, elle a remporté une exposition régionale d'étudiants avec une peinture d'un quai de gare vide vue à travers la fenêtre d'une salle d'attente. À 13 ans, Nathalie a commencé à préparer son portfolio pour un programme national d'art pour la jeunesse. Un soir, elle a demandé si nous avions gardé les premières œuvres sérieuses de Nora. J'ai mentionné le panneau de l'anniversaire de Douglas, mais je l'ai décrit comme un objet familial douloureux, pas comme une peinture importante. Nathalie a demandé à le voir quand même. J'ai récupéré l'étui de protection sur l'étagère supérieure du placard de ma chambre où je l'avais rangé après notre déménagement. Nora s'est assise à côté de nous pendant que Nathalie soulevait le papier. Elle n'a pas eu le souffle coupé ni offert de louanges faciles. Elle a étudié le grain, la porte en cuivre, l'obscurité inégale et la seule fenêtre crème pendant plusieurs minutes. Puis elle a regardé Nora, puis moi. « Comprenez-vous ce que votre fille a fait ici ?» a-t-elle demandé. Je pensais qu'elle parlait de technique. La réponse qu'elle nous a donnée allait ramener ce panneau jeté dans la vie de Douglas. Le samedi suivant, Nathalie a apporté la peinture dans la salle de conservation du studio. Sous des lumières neutres, elle nous a montré ce qu'elle avait vu. Nora avait placé le bâtiment légèrement décentré, laissant plus d'obscurité du côté de la porte en cuivre. La fenêtre brillante était petite, mais chaque ligne du grain semblait y mener. Nathalie a expliqué que l'image contenait une tension parce que le spectateur ne pouvait pas dire si la lumière promettait un accueil ou avertissait que quelqu'un regardait encore. Le coin endommagé, réparé mais visible, faisait de l'histoire de l'objet une partie de l'œuvre. Rien de tout cela ne dépendait de l'âge de Nora ou de ce que Douglas avait fait. C'était déjà présent dans les choix qu'elle avait faits. Nathalie a demandé à Nora quel bâtiment elle avait peint. Nora a ouvert une vieille brochure d'entreprise sur sa tablette et a montré une photo du premier atelier de Douglas, un espace étroit en briques derrière une cour à bois, des années plus tôt. Il lui avait dit qu'il gardait la lumière du bureau à l'étage allumée parce que la famille devait toujours savoir où le trouver. Nora l'avait cru. Lorsque Nathalie a demandé un titre, elle a tapé 3 possibilités, les a supprimées et a finalement dit « Une lumière restée allumée ». Nathalie a inclus le panneau dans le portfolio national de Nora avec des photos des 2 côtés, du coin réparé et une déclaration écrite avec les propres mots de Nora. 2 mois plus tard, l'exposition American Young Voices l'a sélectionnée comme l'une des 12 œuvres phares. Le programme s'est associé à Northstar Auction, une maison de vente aux enchères respectée de Chicago, pour une vente de bienfaisance institutionnelle soutenant l'éducation artistique accessible. Plusieurs artistes ont été invités à soumettre des œuvres. Le panneau de Nora en faisait partie. Nora a demandé du temps avant d'accepter. Elle a lu les conditions, a utilisé sa tablette pour poser des questions sur le langage de l'assurance et n'a choisi de participer qu'après avoir appris que la vente de bienfaisance financerait l'accès au studio pour les étudiants qui avaient besoin de salles plus calmes et d'outils de communication. Je n'ai pas signé le premier document qu'on m'a présenté. J'ai engagé Lorraine Pierce, une avocate spécialisée en fiducie et en propriété intellectuelle, pour examiner chaque clause. L'accord final identifiait Nora comme la créatrice et la propriétaire bénéficiaire. Tout produit n'est tiré directement dans une fiducie indépendante administrée par un fiduciaire agréé. Je pouvais demander des distributions approuvées pour son éducation, son soutien à la communication, ses besoins de santé, son matériel d'art et son indépendance future. Mais je ne pouvais pas prendre le principal pour moi-même. Le catalogue discutait de l'utilisation évolutive de l'espace architectural par Nora. Il ne nommait pas son diagnostic, ne décrivait pas le gala et ne transformait pas ses différences de communication en marketing. Nous pensions que la peinture attirait l'attention, peut-être une bourse, et peut-être une modeste offre institutionnelle. Evelyn Grant a changé cette trajectoire lorsqu'elle a vu le catalogue en ligne. Elle a reconnu le grain du chêne blanc, le pigment de cuivre et le coin réparé. À ce moment-là, Evelyn ne photographiait plus d'événements d'entreprise. Elle était devenue directrice exécutive de la Bridge House Art Foundation, qui collectionnait des œuvres d'artistes utilisant des formes de communication visuelle, assistées ou non traditionnelles. Elle a cherché dans ses archives professionnelles et a trouvé toute la séquence d'images d'octobre 2019. Au lieu de me contacter, elle a appelé Nathalie et a demandé si la fondation pouvait présenter une lumière restée allumée à son conseil d'acquisition. On nous a seulement dit qu'une institution à but non lucratif envisageait l'œuvre. Evelyn n'a pas révélé qu'elle avait photographié Douglas en train de la jeter, et Nathalie ne le savait pas.
L'intérêt a grandi après que 2 conservateurs de musées ont publié des notes de catalogue sur le contrôle de l'espace et du matériau par Nora. La maison de vente aux enchères a exigé une preuve de paternité, des rapports de conditions et la chaîne de possession originale. Lorraine a fourni les dossiers scolaires, des photos datées, les fichiers du portfolio de Nathalie et mon récit écrit du stockage de l'œuvre. Le nom de Douglas n'apparaissait que comme la personne représentée à travers le vieil atelier. Le soir de la vente aux enchères, Nora a participé à distance depuis une salle privée du studio de Madison car la salle de vente bondée de Chicago l'aurait submergée. Nathalie était assise d'un côté et moi de l'autre. L'enchère d'ouverture était de 75 000 $. Elle a grimpé par le biais d'offres téléphoniques et de représentants institutionnels par palier mesuré. À 500 000, j'ai arrêté de respirer normalement. À 1 million, Nora a baissé le volume et a regardé les légendes. Une fondation concurrente a continué jusqu'à 1 800 000. La salle a marqué une pause. Puis l'enchérisseur anonyme représenté par la fondation d'Evelyn a offert 2 millions de $. Le commissaire-priseur a demandé 2 fois une offre plus élevée, a abattu le marteau et a confirmé la vente. Nora a fixé l'écran. Sa première question ne portait pas sur la fiducie. Elle a demandé si l'acheteur conserverait le titre. Un représentant l'a assuré qu'une lumière restée allumée resterait inchangée. Avant que nous puissions partir, mon téléphone a affiché un nom que je n'avais pas vu depuis 7 ans. Douglas. J'ai répondu et les premiers mots qu'il a prononcés ont clairement indiqué qu'il n'avait pas appelé pour féliciter Nora. Mon père n'a pas dit bonjour quand j'ai répondu. Cette peinture m'a été donnée, a-t-il dit. Tu n'avais aucune autorité pour la vendre, et tu n'as certainement pas le droit de garder 2 millions de $. Il n'a pas demandé si Nora était à côté de moi ou si elle comprenait ce qui s'était passé. Je lui ai demandé de décrire l'œuvre qu'il prétendait posséder. Il l'a appelée une image en bois de son entreprise. J'ai demandé le titre. Il ne le connaissait pas. J'ai posé des questions sur les couleurs, les dimensions, le coin endommagé et l'image dans la fenêtre. Ses réponses sont devenues plus fortes et moins spécifiques. Finalement, il a dit que les détails n'étaient pas pertinents car un cadeau devenait sa propriété au moment où Nora le portait vers lui. Je lui ai rappelé qu'il l'avait rejeté et n'avait fait aucune tentative pour le récupérer pendant 7 ans. Il a dit que c'était mon interprétation. J'ai mis fin à l'appel. Madison a commencé à appeler quelques minutes plus tard. Comme je ne répondais pas, elle a envoyé des messages disant que la famille devait résoudre le problème en privé avant que cela ne nuise à l'entreprise. Sa version de la vie privée impliquait de diviser les profits entre Douglas, elle-même, Nora et moi. J'ai expliqué une fois que l'argent net appartenait à la fiducie indépendante de Nora et que je n'avais aucune autorité pour le distribuer. Madison a répondu que Nora n'aurait pas une histoire de valeur sans Douglas, donc il méritait une compensation pour avoir créé les circonstances autour de la peinture. Cette phrase m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur son inquiétude pour ma fille. 2 jours plus tard, Lorraine a reçu une demande formelle de Patrick Sloan, l'avocat d'affaires de longue date de Douglas. La déclaration signée de Douglas affirmait qu'il avait accepté la peinture, avait l'intention de l'exposer au siège de l'entreprise et l'avait temporairement placée près de la zone de service pendant que le personnel réorganisait la présentation. Il a allégué que je l'avais retiré sans permission. Il s'est également décrit comme un grand-père de soutien qui avait encouragé la croissance artistique de Nora pendant des années. Nordstar Auction a placé les profits sous séquestre pendant que la réclamation était examinée. Douglas a demandé une ordonnance d'urgence empêchant le transfert à la fiducie de Nora. Sa requête a transformé un mensonge en une déclaration sous serment qui pouvait être testée publiquement. Madison a ensuite utilisé les employés de l'entreprise pour contacter les journalistes locaux, les groupes d'anciens élèves, les fournisseurs et les donateurs du monde de l'art. Une publication économique a publié le récit de Douglas avant que quiconque ne nous appelle. Le titre décrivait un grand-père se battant pour récupérer un cadeau familial significatif vendu dans son dos. Dans l'article, il disait que le différend portait sur le principe, l'héritage et la préservation d'un lien avec sa petite-fille, pas sur l'argent. L'histoire était simple, émotionnelle et fausse. Elle s'est répandue plus vite que les documents juridiques. Les commentaires m'accusaient d'exploiter Nora, de manipuler un parent âgé et de transformer un malentendu privé en un récit de vente aux enchères. Certaines personnes supposaient que le catalogue avait décrit le gala, même si ce n'était pas le cas. D'autres disaient qu'un enfant ne pouvait pas créer une œuvre d'une telle valeur sans qu'un adulte ne fabrique l'histoire. Lorraine m'a dit de ne pas répondre pendant que nous conservions les archives et préparions notre réponse.
Le silence semblait insupportable, mais parler trop tôt aurait permis à Douglas de remodeler sa réclamation autour de toute preuve que nous révélerions. Rebecca voulait publier ce dont elle avait été témoin. Je lui ai demandé d'écrire une déclaration privée à la place, et elle l'a fait. Nathalie a rassemblé des fichiers de portfolio datés, des soumissions scolaires, des registres de présence au studio et des photographies de conservation. Elle a documenté que Nora avait développé le même langage visuel au fil des ans sans contact de Douglas. Nora a vu un titre sur une tablette au studio avant que nous puissions bloquer les alertes. Elle a lu la déclaration de Douglas 2 fois, puis a demandé pourquoi il se disait son mentor. Je lui ai dit la vérité juridique. Il disait des choses que les preuves ne soutenaient pas parce qu'il voulait le contrôle de la peinture et de l'argent. Je ne lui ai pas montré les commentaires les plus laids. Elle avait déjà porté assez de l'argument public que les adultes créaient autour d'elle. Evelyne a appelé l'après-midi suivant. Elle a identifié la Bridgehouse Art Foundation comme l'acheteur gagnant et a expliqué que son conseil d'administration n'avait aucune intention de céder l'œuvre. Elle nous a invités, Nora et moi, à une exposition à Détroit organisée par le Great Lakes Center for Contemporary Art où la fondation prévoyait de dévoiler l'acquisition. J'ai demandé pourquoi Détroit avait été choisi. Evelyne a dit que le centre avait programmé un programme national sur l'art et la communication bien avant le différend et que l'œuvre de Nora correspondait à l'exposition. Puis elle a averti que Madison avait demandé des accréditations de presse pour Douglas et plusieurs représentants de l'entreprise. Douglas croyait apparemment qu'une apparition publique à côté de la peinture mettrait la pression sur l'acheteur pour négocier. J'ai presque refusé. Nora a écouté de l'autre côté de la table, puis a tapé qu'elle voulait que ses propres mots soient inclus. Evelyne a promis qu'elle pourrait enregistrer une déclaration en privé, revoir chaque modification et la retirer à tout moment. Nora a accepté. Au cours de la semaine suivante, Douglas a dit aux journalistes qu'il assisterait à l'exposition pour récupérer ce qui lui avait été pris. Madison l'a décrit comme la première inspiration de Nora et a suggéré que la maison de vente aux enchères avait ignoré la propriété familiale. Leur confiance m'a fait me demander ce qu'Evelyne savait que nous ignorions. La réponse est arrivée dans un message crypté 3 jours avant l'ouverture. En pièce jointe se trouvait une photo du gala de 2019. La main de Douglas abaissée d'une lumière restée allumée dans le bac de traiteur noir. L'angle montrait le panneau, son visage et les programmes jetés en dessous. Le message d'Evelyne contenait 6 mots. J'étais là. J'ai tout gardé. 3 semaines plus tard, l'exposition s'est ouverte sous un mur de lumière de caméra. Le Great Lakes Center for Contemporary Art avait placé une lumière restée allumée au bout d'une longue galerie consacrée aux artistes dont le travail remettait en question les idées conventionnelles sur la communication. Les journalistes se pressaient à l'entrée car la revendication de propriété de Douglas avait transformé une vente aux enchères de bienfaisance en un litige public. Il est arrivé avec Madison et Patrick Sloan 20 minutes avant le début du programme. Douglas se positionnait à côté de la peinture chaque fois que les caméras se rapprochaient. Il n'a jamais mentionné la poubelle. Nora et moi avons attendu dans une salle de préparation calme avec Nathalie, Rebecca et Lorraine. Puis Nora a revu sa déclaration enregistrée une dernière fois. Evelyne a demandé si elle voulait toujours qu'elle soit montrée. Nora a appuyé sur oui sur sa tablette et m'a regardé. Je lui ai dit que nous pouvions partir à tout moment. Elle a répondu à voix haute, lentement mais clairement. Je veux qu'ils m'entendent. Le programme a commencé avec Evelyne accueillant le public en tant que directrice exécutive de la Bridgehouse Art Foundation. Elle a expliqué que la fondation avait acquis la peinture parce que l'utilisation par Nora du matériau, de l'architecture et du silence visuel méritait une préservation à long terme. Douglas a souri quand Evelyne a mentionné l'atelier d'origine. Il s'est approché, s'attendant apparemment à être reconnu. Au lieu de cela, Evelyne a déclaré que l'intérêt de la fondation allait au-delà du catalogue. Elle a annoncé qu'elle était la représentante autorisée de l'acheteur gagnant. Puis elle s'est tournée vers Douglas et a ajouté « J'étais aussi la photographe de l'événement pour le 40e anniversaire de Heritage Millworks en octobre 2019. » Le mouvement police s'est arrêté. Patrick a regardé Douglas. Le visage de Madison a changé en premier. Evelyne a expliqué que les archives professionnelles étaient conservées avec les horodatages originaux, les numéros d'image et les métadonnées. Elle avait livré des copies à la maison de vente aux enchères, aux 2 équipes juridiques et au tribunal. L'écran central a affiché la première photo. Nora se tenait près de la scène, tenant le panneau emballé. La deuxième montrait Douglas souriant pour les caméras. La troisième le montrait examinant le bois nu avec un mécontentement visible.
Douglas portait la peinture à travers les portes de service. Il l'abaissait vers le bac de traiteur noir. Sa main lâchait le panneau. La suivante le montrait revenant dans la salle de bal les mains vides. L'image finale me montrait revenant seul, soulevant la peinture du bac et l'enveloppant dans mon manteau. Toute l'exposition est tombée dans le silence. Madison s'est approché d'Evelyn et a dit que le panneau avait été placé là temporairement parce que le personnel réorganisait les cadeaux. Evelyn a affiché une image plus large montrant le chariot à déchets étiquetés, des sacs de services alimentaires et un travailleur se préparant à l'enlever. La déclaration de témoin signée de Rebecca est apparue à côté de la photo. Elle déclarait que Douglas avait qualifié l'œuvre de bon marché, l'avait rejetée et était retourné à la célébration sans demander à quiconque de la préserver. Evelyn a ensuite montré l'intervalle de temps entre sa sortie et ma récupération. Il n'y avait eu aucun employé affecté pour déplacer le panneau, aucun plan d'exposition et aucune enquête ultérieure de la part de Douglas. La preuve était importante car Douglas avait déjà rendu sa version publique et l'avait juré devant le tribunal. L'écran est devenu noir. Puis l'enregistrement de Nora a commencé. Elle était assise sur un fond uni, portant le pull bleu qu'elle avait choisi elle-même. Elle s'est identifiée comme l'artiste et a dit que le bois provenait du premier atelier. Elle a décrit la porte en cuivre, le bâtiment sombre et la fenêtre crème au-dessus. À 6 ans, a-t-elle expliqué, elle croyait que la lumière signifiait que son grand-père travaillait tard et attendait que la famille le trouve. Elle avait peint l'obscurité environnante parce que le bâtiment semblait grand et difficile d'accès. Après le gala, la signification a changé. La fenêtre ne représentait plus quelqu'un qui l'attendait. Elle représentait la partie d'elle-même qui continuait à créer après avoir cru que son travail avait été mal fait. Elle a dit que le prix de la vente aux enchères ne réparait pas cette nuit et ne rendait pas la peinture digne. Il donnait seulement à la peinture une plus grande pièce dans laquelle parler. Puis elle a regardé directement dans la caméra et a terminé. L'enregistrement s'est terminé. Nora n'avait pas demandé à Douglas de s'expliquer. Elle n'avait pas offert de pardon. Elle n'avait pas mentionné l'argent. Evelyn a annoncé que la fondation préserverait l'œuvre sous le titre choisi par Nora et ne négocierait pas son transfert à Douglas. C'est à ce moment que je suis entré dans la galerie. Douglas est venu vers moi avant que les journalistes ne puissent l'entourer. Kimberly, je suis toujours ton père, a-t-il dit en baissant la voix comme si la biologie pouvait restaurer son autorité. Je lui ai dit qu'être mon père ne lui donnait pas la propriété de l'œuvre de Nora, de sa fiducie ou de son avenir. Il a dit que le différend aurait dû rester privé. Je lui ai rappelé qu'il avait contacté les journalistes, utilisé les employés de l'entreprise pour diffuser sa version et s'était décrit publiquement comme le mentor de Nora. Il avait choisi le public. Les preuves étaient simplement arrivées après lui. Madison a dit que j'humiliais la famille pour une seule erreur. J'ai répondu que la cruauté originelle était un seul acte, mais que 7 ans de silence, une fausse revendication de propriété et une déclaration sous serment étaient des décisions distinctes. Douglas a insisté sur le fait qu'il avait toujours eu l'intention de réparer les choses. J'ai demandé pourquoi son premier appel après 7 ans exigeait de l'argent au lieu de demander des nouvelles de Nora. Il n'avait pas de réponse. Le représentant légal du centre s'est interposé entre nous et a confirmé que l'exposition continuerait. Douglas a exigé que la présentation s'arrête et a accusé Evelyn d'utiliser des photos privées pour la publicité. Evelyn a déclaré que les autorisations, les divulgations de preuves et les droits d'exposition avaient été examinés par un avocat. Elle ne l'a pas insulté ni invité la foule à le faire. Les journalistes ont commencé à poser des questions sur l'écart entre les photos et sa déclaration. Douglas a essayé de répéter que l'élimination avait été temporaire, mais chaque explication contredisait une image différente. Madison lui a pris le bras et l'a guidé vers la sortie. Les caméras ont suivi, mais personne n'a applaudi. Le silence était plus dommageable car il le laissait seul face au dossier. À la porte, Patrick Sloan s'est arrêté de marcher. Il a fermé le dossier contenant la déclaration de Douglas et a parlé assez bas pour que seuls les plus proches puissent entendre. Vous ne m'aviez pas dit que ces photos existaient. Douglas s'est tourné vers Madison. Pour la première fois, il a compris que sa représentation légale et l'histoire publique qu'elle avait construite s'effondraient au même moment. Les conséquences juridiques ont commencé avant que le bâtiment de l'exposition ne se soit vidé. Patrick a informé le tribunal qu'un conflit l'obligeait à se retirer de la représentation de Douglas. Il n'a pas accusé son client publiquement, mais son dossier indiquait que des preuves nouvellement divulguées affectaient la base factuelle de la réclamation.
Le juge a rejeté la demande d'urgence de Douglas de maintenir les profits de la vente aux enchères gelées au-delà de la période d'examen normale. Douglas a engagé un autre avocat qui a examiné les fichiers originaux d'Evelyn, la déclaration de Rebecca, les registres de la vente aux enchères et l'intervalle de 7 ans sans demande de propriété. Cet avocat lui a conseillé que continuer nécessiterait un témoignage sous serment expliquant les photos de la poubelle et sa déclaration inexacte. Dans les 2 semaines, Douglas a retiré sa revendication de propriété avec préjudice. Nordstar Auction a versé les profits nets directement à la fiducie indépendante de Nora. Je n'ai reçu aucun paiement personnel. Le fiduciaire a approuvé un plan à long terme couvrant le soutien à la communication, l'éducation, les soins de santé, le matériel de studio, le transport et le logement futur conçu autour de l'indépendance de Nora. L'argent lui a donné des options, pas un prix. Et Héritage Millworks ne s'est pas effondré du jour au lendemain, et Douglas n'est pas soudainement devenu pauvre. Les investisseurs extérieurs de l'entreprise ont ordonné un examen interne parce que Madison avait utilisé le temps des employés, les listes de diffusion de l'entreprise, les comptes de communication et les ressources du budget juridique pour promouvoir un litige de propriété personnelle. L'examen a révélé qu'elle avait autorisé des déclarations publiques sans l'approbation du conseil d'administration et avait fait pression sur le personnel pour qu'il contacte les journalistes. Elle a été licenciée de son poste de direction. Elle a conservé ses économies et ses qualifications professionnelles, mais elle a perdu le revenu, l'accès et l'autorité qu'elle avait traités comme permanents. Douglas a été démis de ses fonctions de président honoraire et interdit de représenter l'entreprise lors d'événements publics. Il a conservé ses actions et sa fortune personnelle, mais la direction est passée à un cadre indépendant. Une association professionnelle régionale a retiré un prix d'excellence pour l'ensemble de sa carrière prévue pour cet hiver. Plusieurs partenaires hôteliers ont demandé à prendre leur distance avec son nom tandis que l'entreprise continuait de fonctionner sous une surveillance plus stricte. Des articles mis à jour ont corrigé le récit original et ont lié la correction aux preuves photographiques. J'ai fait une seule déclaration. J'ai dit que Nora avait créé la peinture, conservait la propriété légale et méritait une vie privée. Douglas a envoyé des excuses par courrier 3 semaines plus tard. Il a écrit que l'orgueil l'avait contrôlé, que la vente aux enchères lui avait fait comprendre ce qu'il avait perdu, et qu'il voulait une rencontre avec Nora. Il a également fait référence 2 fois aux dommages publics causés à son héritage. Je ne l'ai pas appelé par l'intermédiaire de Lorraine. J'ai émis un avis formel de non-contact lui ordonnant de ne pas approcher l'école, le studio, les expositions de Nora, notre maison ou les réunions de famille privées. Madison m'a envoyé un courriel disant que j'avais détruit 2 carrières pour un moment mal compris. J'ai archivé le message sans répondre. Rebecca a soutenu la limite. Nathalie a continué à être le mentor de Nora et la fondation d'Evelyn a placé une lumière restée allumée dans une exposition publique itinérante. 6 mois plus tard, Nora a ouvert une plus petite exposition à Madison intitulée Les pièces que nous choisissons. Ces nouvelles peintures présentaient des portes, des fenêtres, des quais et des espaces que les gens avaient investis ou quittés. Certaines portes étaient ouvertes, d'autres verrouillées. Aucune n'avait besoin d'être expliquée comme une invitation. Le soir de l'ouverture, je suis arrivé avec Rebecca, Nathalie et Evelyn. Nora a passé la majeure partie de la soirée à parler avec de jeunes artistes étudiants, parfois à voix haute et parfois via sa tablette. Vers la fin, la sécurité m'a discrètement informé que Douglas était dehors sans invitation. La liste d'invités privés et l'avis de non-contact étaient clairs, alors ils lui ont refusé l'entrée. À travers la vitre de l'entrée, je l'ai vu debout sous l'enseigne de la galerie, plus vieux et plus petit que l'homme qui avait régné sur la salle de l'anniversaire. Il a regardé dans ma direction. Je n'ai pas bougé. Nora l'a remarqué un instant plus tard, puis s'est retournée vers un étudiant qui posait une question sur une peinture d'une porte ouverte. Elle a répondu à la question et a poursuivi la conversation. Douglas a attendu plusieurs minutes avant de partir seul. Il n'y a pas eu de réunion, pas d'excuses privées, pas de poignée de main et pas de promesse que le temps lui vaudrait une autre chance. Nous sommes partis ensemble après le départ des derniers invités. Nora portait un dossier de notes d'étudiants qui disait que son travail les aidait à comprendre le silence différemment. La vente aux enchères n'avait pas créé sa valeur. La fiducie ne remplaçait pas la famille, et la preuve publique n'effaçait pas ce qui s'était passé. Ce qui a changé, c'est que Douglas ne pouvait plus définir la signification de la peinture ni exiger l'accès à la personne qui l'avait faite. Il croyait que jeter le cadeau de Nora l'avait rendu sans valeur. En réalité, son action a seulement prouvé qu'il ne pouvait pas reconnaître ce qui avait été placé entre ses mains.
Un titre de famille ne crée pas une propriété permanente, et des excuses ne peuvent pas acheter le pardon après que la responsabilité soit établie. Protéger Nora n'était pas une vengeance. C'était la responsabilité en laquelle j'aurais dû avoir confiance depuis le début. Il a fermé cette porte il y a 7 ans et cette fois, Nora et moi l'avons laissé fermer. Nous espérons que l'histoire vous a diverti et a laissé un message utile. Cette vidéo est une fiction et n'est destinée qu'à des fins d'éducation, de réflexion et de narration. Nous espérons qu'elle vous rappelle que lorsque quelqu'un vous fait sentir à plusieurs reprises que vous êtes remplaçable, partir n'est pas une défaite. C'est le moment où vous cessez de vous traiter comme quelqu'un qui doit mendier une place dans la vie des autres.